Et avait-on encore les moyens de mettre en place quelqu'un 6 mois avant pour empoisonner l'eau? Le projet d'empoisonnement d'Hitler était trop ambitieux, voire même impossible. Il allait falloir que je trouve autre chose. À l'ouest, les Alliés s'approchaient de Paris. À l'est, les Russes libéraient les villes les unes après les autres. La défaite allemande semblait inévitable, et plus on voyait que la victoire allait se remporter sur le champ de bataille, moins on s'intéressait à l'assassinat d'Hitler. Le SIS était plus particulièrement inquiet de ce qui pouvait se passer en Allemagne si le Führer était éliminé. On voulait une reddition sans condition, et le meurtre d'Hitler à ce moment précis pouvait menacer cette reddition. Et à cause de l'influence qu'elle pouvait avoir sur l'avenir, l'opération Foxley fut remise en question. Je suppose que vous êtes au courant de ce que Churchill a dit au sujet des tentatives d'assassinat. Aussi décisives qu'elles aient pu être à un moment, aujourd'hui, elles n'ont plus notre confiance. Nous avons plutôt foi en nos bras puissants et en la justice de notre cause. Ensuite, il a parlé de nous et de la tentative de meurtre. Oui, pour nous redonner le moral. Il sera difficile de nous le remonter. Je sais qu'il y a toujours beaucoup de scepticisme avec les projets que je leur propose. Non, ne répondez rien. Nous devrions envisager la possibilité d'utiliser un tireur embusqué. On y a déjà pensé en 1938. C'est l'attaché britannique à Berlin qui l'avait suggéré. Pourquoi n'ont-ils pas accepté? Ils se sont interdits de tuer un homme pour ce qu'il risquait de faire dans l'avenir. Un assassinat est difficile à justifier quand on n'est pas en guerre. On appelle plutôt ça un meurtre. Ça fait déjà 4 ans qu'on est en guerre et ce sont ces tergiversations qui m'apparaissent comme des meurtres. Voyez-vous, il y a 5 ans, si quelqu'un m'avait dit « j'ai perdu un être cher », j'aurais répondu « oh mon Dieu, j'en suis navré ». Aujourd'hui, je réponds moi aussi. Je sais. Toutes les personnes que je connais ont perdu quelqu'un. Je suis d'accord avec vous. Il faut éliminer Hitler. Mais il faudrait aussi éradiquer le nazisme. Ouais. On est sur la même longueur d'onde, en fait. En effet. On est tombé d'accord. Et je vais trouver un tireur d'élite. LBX? Oui? Bon alors, je viens de vous envoyer une liste de tireurs d'élite de première force. Il y en a un qui revient du front et qui pourrait particulièrement vous intéresser. C'est un fantassin qui a suivi un entraînement militaire. Actuellement, il est instructeur pour tireurs d'élite dans l'un de nos camps d'entraînement spéciaux. Sergent Langley. Le tireur d'élite n'est pas un homme qui tire au petit bonheur sur un inconnu. Mais il ne doit pas y avoir de différence entre abattre un homme et toucher une cible. Il faut garder 2 choses en tête. Accomplir la mission et parvenir à s'en sortir indemne. Quel est le profil du tireur d'élite, David? Les premières qualités que l'on demande à un tireur d'élite sont celles que possède un bon fantassin. Ensuite, il doit savoir déchiffrer une carte, être capable de lire le sol, de savoir se déplacer sur le terrain de la façon la plus invisible possible. Il doit être maître dans l'art du camouflage, de façon à pouvoir se dissimuler et à pouvoir trouver le meilleur emplacement d'où il pourra ajuster sa cible.
Il y a l'aspect mental aussi. Il doit être capable de compartimenter, avoir la capacité de faire abstraction de tout ce qui se rattache à des sentiments humains, parce que quand il met une cible en joue, la qualité même de sa lunette d'approche le met pratiquement en contact direct avec un être humain qui peut ne pas être un militaire. Comme par exemple quelqu'un qui fait la queue dans une file d'attente. Il doit même savoir faire taire ses besoins naturels. Il faut donc recruter des gens qui savent se concentrer et agir avec un sang-froid suffisant pour être capable de se dire que ce qu'ils font est tout à fait normal quand ils abattent quelqu'un. Moi, je vise un peu au-dessus de l'estomac. Certains préfèrent la balle dans la tête. On ne fait plus un seul mouvement. On se vide l'esprit jusqu'à ne plus entendre que notre respiration. Il y avait plusieurs possibilités d'opérer pour un tireur d'élite. À Berlin, mais nous savions que la sécurité était maximum. Au cours de l'une de ces apparitions publiques, mais elles étaient de moins en moins fréquentes. Ou au Berghof. Le Berghof est situé dans une sorte d'amphithéâtre des Alpes bavaroises et à proximité de l'ancienne frontière autrichienne. La plus grande partie du site est constituée de collines ainsi que de forêts denses, ce qui permet de fournir une bonne couverture, même en hiver. C'est par là qu'on entre au Berghof. Voilà le Berghof, la résidence d'été d'Hitler. Ça, c'est l'appartement d'Hitler. Là, il y a son bureau, et sur le côté, on trouve la chambre. C'était très joli. Oui, vraiment splendide. Ça, c'est une scène idyllique du Berghof. Ce site était privé, ne répondant à aucune règle gouvernementale. Là, c'est Hitler dans l'intimité, devant sa maison. Nous savions que le Berghof était un endroit magnifique, et cela rendait d'autant plus grotesque le complot que nous y préparions. Hitler s'y rendait depuis les années 30, et depuis cette époque, guerre ou pas guerre, il aimait à y prendre du bon temps avec ses proches. Nous avions déjà amassé une grande quantité de renseignements sur le Berghof, mais j'avais fait savoir qu'il me fallait des éléments nouveaux. C'est Rachel et le SIS qui firent une découverte capitale. On lui a dit que vous étiez un officier du renseignement. Lui appartenait à la garde personnelle d'Hitler et il est tombé en disgrâce à la suite de l'abus de Schnaps. On a même une photo de lui à côté d'Hitler. Difficile de l'identifier, on ne voit pas son visage. C'était vraiment incroyable. Nous venions de mettre la main sur un prisonnier de guerre qui avait appartenu à la Wehr Company, la garde rapprochée personnelle d'Hitler. Le défi que j'avais à relever était de l'amener à parler de sécurité, de le piéger avec quelque chose que je savais déjà, dans l'espoir qu'il m'apprenne ce que j'ignorais. C'est un bon endroit où être muté. Et le point de vue de la terrasse est majestueux, je vous assure. Quand vous y êtes, vous vous sentez magnifié. Rien ne soutient la comparaison. Tout autour, la forêt, les pins. Certains lieux, comme par exemple le salon de thé, semblent être perpétuellement dans la nuit. La neige tombe de bonne heure à cause de l'altitude élevée, dès le début de septembre parfois. Toute sécurité est rendue pratiquement impossible à cause de cette épaisse forêt. Et les collines, c'est encore pire. Ça n'arrête pas de monter et de descendre. Pourtant, vous deviez garder tous ces bâtiments, la résidence d'Hitler, les maisons de Bormann, de Göring, celles des domestiques, bien évidemment les baraquements des SS, sans parler du salon de thé et de l'hôtel. Il n'y avait pas d'hôtel. Ah pardon, je croyais qu'il y en avait un. On m'a remis une liste de tous les bâtiments et vous pouvez regarder. Ah, ça a été un hôtel. C'est devenu un hôpital. Ils amenaient les soldats blessés sur le front de Norvège ou sur d'autres fronts, et ils les soignaient là. Les troupes de retour de Norvège sont basées en petites unités autour du Berghof. Mais c'est moi. Ah oui ? On était très fiers. On était tous très fiers. On était les gardes du corps les plus proches d'Hitler.
On veillait sur le seuil de sa porte. Sa sécurité personnelle était prise en charge par la RSD, à savoir la police militaire. Les patrouilles de la RSD sont habituellement accompagnées de chiens.